Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, permettez-moi de vous dire le plaisir de retrouver une Assemblée qui consacre une journée d'automne à la réflexion sur le sujet décisif, important, déterminant pour notre pays, qu'est la relation de la Suisse avec l'Union européenne. Lorsque votre administration m'a demandé de venir parler à cette Assemblée, j'ai hésité parce que je me disais qu'à mon âge, qu'est-ce que j'ai encore à dire sur un sujet comme celui-là? Puis, je me suis souvenu d'une phrase que disait de temps en temps Vital Darbelay, qui était du temps où ce parti existait encore, le président du groupe démocrate chrétien de l'Assemblée fédérale, qui disait de temps en temps « Il ne faut jamais dire du mal des riches et des vieux, ça peut nous arriver. » C'est arrivé. Et je crois que l'âge, lorsqu'on a fait de la politique toute sa vie, j'ai été élu pour la première fois à une fonction élective en 1968 au conseil municipal de Martigny et au conseil national en 1979, si bien que j'ai vécu les différents épisodes de la politique européenne évoqués tout à l'heure par le président. L'avantage de l'âge, c'est justement de replacer les divers événements dans une suite et de constater qu'un certain nombre d'événements qui sont qualifiés d'historiques sont en réalité de simples épisodes, parce que la réalité impose un certain nombre de choses, dont de définir les relations avec notre puissant et amical voisin, l'Union européenne. Comment tout cela se terminera? Je n'en sais rien. Cela dépendra de vous, cela dépendra de nous, cela dépendra de l'opinion publique. L'opinion publique. Lorsque j'ai dit à quelqu'un un de ces jours que je devais parler devant cette Assemblée et qu'on devait essayer d'imaginer un futur pour nos relations avec l'Union européenne, il m'a dit la meilleure réponse à cette question, c'est de relire la visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt. Et c'est ce que j'ai fait, car j'avais lu cet ouvrage il y a des années, je crois qu'il est traduit en français depuis 1955 ou une date comme celle-là. J'ai relu hier cette pièce de théâtre et je dois dire que même si je me demande s'il n'y a pas beaucoup de vrai dans cette pièce de théâtre qui décrit le changement d'opinion de manière assez hypocrite de l'opinion publique d'une petite ville lorsque la vieille dame revient et demande la vengeance d'une injustice qu'elle a subie aux dépens d'un individu qui est là et qui subira une injustice si on applique la sanction que la vieille dame lui donne. Je crains qu'à la fin, si on tarde, si on n'ose pas affronter les événements, on finisse comme les habitants de la petite ville, en gardant un langage plein d'idéalisme, on commet une forfaiterie, en ce sens qu'on dit la même chose, mais en voulant autre chose. Ce qu'il faut essayer de faire dans le mouvement européen, dans la présente situation, c'est d'obliger à parler un langage clair, d'obliger à parler un langage qui signifie quelque chose et qui n'est pas simplement un langage lyrique ou en l'air. L'épisode qui nous occupera aujourd'hui beaucoup, c'est évidemment la décision du Conseil fédéral du mois de mai de cette année de mettre fin aux négociations qui durent depuis 7 ans et qui avaient abouti à l'établissement d'un texte qui n'est pas parfait, mais quel texte est parfait dans les relations internationales, mais qui était le fruit de beaucoup de décisions et d'avancées et de reculs, et qui était à la fin un texte que personnellement j'aurais accepté. Plusieurs anciens conseillers fédéraux dont j'étais avaient invité avant mai 2021 le Conseil fédéral à poursuivre les négociations avec l'Union européenne et à aboutir à un accord institutionnel, comme souhaite le président, comme souhaite votre mouvement, d'aboutir à un accord institutionnel. Quelqu'un m'a dit, en principe,
on arrête les négociations avec un État voisin lorsque les chars de votre partenaire pénètrent sur le territoire national. Tant que cela n'arrive pas, on n'interrompt pas les négociations, on continue et on essaye d'avancer jusqu'à une solution. Le Conseil fédéral n'a pas suivi les recommandations de plusieurs anciens conseillers fédéraux qui tous disaient « il faut poursuivre ces négociations, il faut aboutir, si vous jugez que des améliorations sont possibles, il faut continuer à discuter, mais en tous les cas pas arrêter les choses comme cela s'est passé. » Le Conseil fédéral en a décidé autrement. Du point de vue institutionnel, je n'ai rien à dire parce que je crois que c'était de sa compétence de prendre cette décision, mais on peut quand même si je respecte l'autonomie, et j'ai nulle intention de jouer au père fouettard ou à l'autorité de surveillance du Conseil fédéral, même si je ne veux pas qu'on prenne cette attitude qui est fausse, qui serait délicate dans un système institutionnel comme la Suisse, on peut quand même se poser quelques questions politiques, comme citoyen, sur la décision du Conseil fédéral. La première chose, je partage l'avis du mouvement que c'eût été souhaitable de poser la question au peuple après un processus qui était envisageable et qui avait ses forces et ses faiblesses juridiques, mais qui était envisageable et qui était certainement politique, quelque chose qui permettait de consolider la décision finale, quelle qu'elle soit, de manière plus affirmée que la décision finale qui a été prise et qui suscite pas mal de frustration dans nos milieux. La démocratie directe a deux avantages. Le premier avantage, c'est, comme je viens de le dire, que la décision est fondée sur ce qui est la base même de notre démocratie, la volonté du peuple. Et je suis surpris de voir que le plus grand parti de Suisse, qui prêche en toutes circonstances la démocratie directe et évoque le souverain, comme ils disent, avec un trémolo dans la voix, de l'émotion et du lyrisme, n'ait pas saisi l'occasion de cette décision pour voir ce qu'en pense le peuple souverain de la Suisse, qui aurait ainsi apporté non. Lorsqu'ils ont senti qu'il y avait quand même un risque pour leur option, ils ont préféré s'engager avec enthousiasme dans l'abandon de la négociation. Donc la démocratie directe est ce qui consolide une décision démocratique. Je dis de temps en temps, lorsque je dois parler à des étrangers, que ce qu'il y a de remarquable dans notre pays, c'est que la discussion peut avoir lieu longtemps, mais lorsque la décision est prise, jusqu'à maintenant, tout le monde se rallie à la décision si elle a été prise par le peuple. Je cite de temps en temps une décision, je crois que c'était à Bâle, mais il y a de ça 20 ou 30 ans. Les syndicats menaient une action vigoureuse pour proposition qui n'était pas acceptée par les partenaires sociaux. Ensuite, il y a eu une votation populaire qui portait sur cet objet, qui n'a pas donné raison à l'option syndicale, et la discussion s'est terminée, la reprise ailleurs, différemment, mais la discussion s'est terminée en Suisse lorsqu'une décision est prise par le souverain. Elle n'est pas définitive, mais elle est en tous les cas respectée pour un certain nombre d'années. Si le Conseil fédéral avait pris le risque d'aller devant le peuple, il aurait pris le risque d'avoir une décision non contestée et non contestable, et pour un certain nombre d'années, on aurait dû se baser sur cette affaire. Puis la deuxième chose, qui est la caractéristique de la démocratie directe, qui est à mon avis aussi essentielle, c'est que la démocratie directe est un extraordinaire exercice de pédagogie politique. Le contrat cadre n'était pas quelque chose de très facile à comprendre, encore que, si on essaye de résumer la difficulté qui restait à surmonter, elle portait sur des points qui, lorsqu'on les abordait de près, on constatait que ça se diluait assez facilement et qu'un certain nombre d'objections qui étaient faites étaient des objections plus formelles que réelles. On a loupé, là aussi, à cause de cette décision, un exercice de pédagogie politique qui aurait permis au peuple suisse de plonger dans les problèmes que posent nos relations avec l'Union européenne et d'avancer ainsi dans la formation de l'opinion à plus long terme. Quelles sont les motivations
du Conseil fédéral à la base de cette décision? Je crois qu'on a le droit de se poser cette question, même si cette question apparaît comme presque un peu provocante, parce que quand on regarde les motivations, elles sont relativement faibles et relativement simples. Il y en a deux. Il y a soit la motivation qui est de dire que le Conseil fédéral jugeait que le projet n'était pas susceptible d'obtenir une majorité politique. Bon, mais au nom de quoi le Conseil fédéral est-il un institut de sondage meilleur que GFS ou d'autres organisations spécialisées, Sotomo et Sotoma, je ne sais pas comment ça s'appelle, d'autres institutions spécialisées qui passent leur temps avec des critères scientifiques à sonder les reins et les cœurs du peuple suisse, des citoyens et des citoyennes de Suisse. Donc je ne crois pas que c'est un argument valable. Par contre, si je n'ai pas trouvé de réponse auprès du Conseil fédéral, j'en ai cherché, et puis je n'ai pas voulu non plus, parce que je crois que ce n'est pas conforme à la collégialité et l'amitié qui doit demeurer au-delà des successions de générations de conseillers fédéraux, d'un conseiller fédéral à l'autre. On ne doit pas chercher à les mettre en difficulté lorsqu'on a le sentiment qu'on pourrait le faire, parce que ce n'est pas élégant et ça n'amène rien finalement au débat politique. Par contre, je me suis intéressé à demander l'avis d'un certain nombre de businessmen en particulier que j'ai rencontrés, en leur disant « Mais pourquoi est-ce que certains d'entre vous, dont celui qui était en face de moi à ce moment-là, vous êtes contre cette solution ?» Alors il a évoqué les quelques questions, la souveraineté, ces problèmes-là. On a discuté, puis il dit « Oui, c'est vrai, à la fin, la souveraineté, mon Dieu, lorsqu'on fait un contrat, on ne perd pas la souveraineté. On décide quelque chose, on renonce à quelque chose et on reçoit quelque chose en échange. » Je prenais souvent l'exemple, quand je dois expliquer ça à un citoyen, si vous êtes propriétaire d'un appartement et que vous le louez à quelqu'un, vous perdez la souveraineté sur l'appartement, c'est vrai. Par contre, vous touchez de la location, ce qui est aussi un avantage. La souveraineté, c'est un peu ça, c'est se dire, est-ce que j'abandonne quelque chose, une liberté, au profit d'une autre liberté qui me vient du fait que j'ai fait cet accord. Et quand on parle comme ça, la plupart des gens disent oui, au fond, ce problème est un problème pratique de savoir si les avantages qu'on obtient d'un contrat sont suffisants pour justifier l'abandon de quelques libertés supplémentaires. Alors, ça, c'était la première chose. Puis ensuite, tout d'un coup, une partie de ces businessmen disaient « Aber die Europäische Union ist eine Fehlkonstruktion ». Alors, quand on me dit ça, il y a quelques années que j'entends ça, d'abord de la part d'un collègue, puis ensuite de la part d'un certain nombre de gens, je m'interromps, bloqué par « Was ist eine Fehlkonstruktion » ? Was ist denn eine Fehlkonstruktion ? C'est une construction fausse. Bon, eh bien normalement, une construction fausse, elle s'effondre. Mais il y a maintenant 60 ans ou 70 ans que l'Union européenne existe, et cette Fehlkonstruktion continue à se développer et à faire face à un certain nombre d'événements. Et j'ai parfois l'impudence de poser la question, est-ce que la Suisse, vue de l'extérieur ou de l'historien qui regarde sur les siècles, n'est pas aussi une Fehlkonstruktion ? Et qui existe, et qui va bien, merci Seigneur, et qui continuera à exister et à se développer. Hey. Vous savez, je crois qu'un des problèmes que nous avons, nous les pro-européens, c'est-à-dire ceux qui disent nous sommes au milieu de l'Europe, l'Europe est la communauté politique la plus proche de nous du point de vue des valeurs, et géographiquement, et par conséquent, c'est justifié que nous ayons de bonnes relations avec cette puissance amie. L'un des problèmes que l'on a, c'est que, comme on dit en allemand, on n'a pas su développer le narratif pro-européen. Il faut quand même rappeler que la Suisse n'a pas toujours été le succès qu'on connaît. Elle a risqué de disparaître. À la fin du XVIIIe siècle, on disait de la Suisse, je répète cette formule, et en latin, parce que j'appartiens encore à la génération qui, dans les études classiques, faisait du latin. À la fin du XVIIIe siècle, on disait, excusez le snobisme de vous citer ça en latin, on traduira s'il le faut en français, Confederatio Helvetica, confusione hominum et gratia Dei regitur.
la Confédération suisse, je vois qu'il y a encore des latinistes, je m'en félicite, c'est assez bon signe. La Confédération suisse, disait-on à la fin du XVIIIe siècle, est régie par la confusion des hommes et la grâce de Dieu. Du point de vue de la doctrine politique, la grâce de Dieu existe certainement, mais elle est difficilement perceptible et je crois qu'il vaut mieux essayer de se fonder sur d'autres institutions que la grâce de Dieu pour un pays. Il ne restait plus que la confusion des hommes. Et à la fin du XVIIIe siècle, lorsque les troupes françaises ont envahi la Suisse, on a vu s'effondrer les puissances aristocratiques qui gouvernaient dans un certain nombre de cantons. De nouveaux cantons sont nés, Vaud, Argovie, Saint-Gall. Des frontières nouvelles se sont dessinées, des régions de Suisse ont été libérées. Le Bas-Valais francophone était sujet du Haut-Valais francophone. Ils ne s'en sont jamais remis, mais enfin, les Hauts-Valaisans doivent lentement s'habituer au résultat de l'invasion des troupes françaises de 1798. Mais le système s'est effondré et il ne s'est pas reconstruit en un jour. Ça a été difficile au point que lors du congrès de Vienne, et c'est l'objet d'une exposition intéressante qui a lieu à Genève actuellement sur les philhellènes, notamment Capodistria, qui est un ministre du tsar de Russie à l'époque, le tsar de Russie Alexandre Ier est intervenu au congrès de Vienne pour maintenir la Suisse, alors qu'un certain nombre de puissances pensaient que la Suisse, Pufferstaat, comme on disait à ce moment-là, devait disparaître pour être attribuée à la France et à l'Empire, qui aurait dû disparaître. Non, le tsar de Russie, grâce à l'intervention de César de Larpe, vaudois, qui avait été le précepteur du tsar, avait une certaine sympathie pour la Suisse et les idées libérales. Et il est intervenu au congrès de Vienne pour maintenir la Suisse. Ce n'est pas dû à l'héroïsme des Bernois et des Nidwaldiens qui sont luttés derrière des morceaux de cailloux, et qui passaient, les femmes remplissaient le fusil, passaient à l'homme tirait, était tué, la femme prenait le fusil, continuait à tirer. C'est héroïque, mais ça a été inefficace. Ce n'est pas grâce aux Nidwaldiens, malgré tout le respect que j'ai pour ce magnifique canton, que la Suisse a survécu. C'est grâce à un certain nombre de Suisses, Pictet de Rochemont, Capodistria n'était pas suisse encore, qu'il a fini ses jours, sauf erreur, à Genève, et Pictet de Rochemont et quelques autres, et le tsar de Russie, que la Suisse a survécu. A survécu pour vivre des périodes difficiles, avec l'acte de médiation de Napoléon de Bonaparte, et puis ensuite toute la période des combats entre les cantons dits régénérés, les cantons libéraux et les cantons plutôt conservateurs, avec, à la fin, la guerre civile de 1848 du Sonderbourg, qui aboutit au système que nous avons. Et Tocqueville, qui est un grand historien et homme de réflexion sur les États, est venu en Suisse vers 1830, et dans ses souvenirs, il dit que la Suisse est incapable de se régénérer, elle n'arrivera pas à se régénérer, et elle est menacée de disparaître. 20 ans plus tard, la Suisse avait, après une guerre civile malheureusement, décidé de se transformer, et le système qui a été bâti, qui était le résultat d'une Fehlkonstruktion, a été au contraire une Erfolgskonstruktion dont on bénéficie encore maintenant. L'Union européenne, je ne dis pas que c'est une Erfolgskonstruktion, je n'en sais rien, parce que je ne suis pas le maître de l'avenir. Mais je sais, en tous les cas, que ce n'est pas une Fehlkonstruktion, et que ceux qui disent cela, et qui étaient assez nombreux lorsqu'ils se sont opposés à la proposition des diplomates suisses qui avaient abouti au Rahmenvertrag, c'était une des motivations pour laquelle ils se sont opposés à cette proposition. Ce n'est pas une Fehlkonstruktion. Non seulement ce n'est pas une Fehlkonstruktion, mais c'est un certain succès. Et l'Union européenne, un des problèmes de l'Union européenne, ce n'est pas son échecs qui sont le souci, c'est ses succès. Parce qu'un certain nombre de choses sont devenues tellement normales dans l'Union européenne, qu'on ne se fasse plus la guerre entre l'Allemagne et la France, qu'on règle les problèmes de manière pacifique, qu'il y ait une certaine entraide,
que des pays comme ceux de l'Est, lorsque le système communiste s'effondre, participent à l'Union européenne sans drame, avec des difficultés, c'est vrai, parce qu'on ne subit pas 50 ans d'un régime comme le régime communiste sans avoir un certain nombre de réflexes qui se créent, soit positifs, soit négatifs. L'Union européenne est un succès, pas total, mais quel est le pays qui est un succès total? Quel est le pays qui peut dire, y compris la Suisse, je suis arrivé au bout de mon histoire et dorénavant, les choses roulent paisiblement et sans aucun problème. Donc, les objections au contrat cadre me paraissent relever plus d'une émotion, d'un sentiment que d'une analyse pratique concrète de la situation. Alors, que faire à l'avenir? Je crois que c'est normal qu'une organisation comme la vôtre fasse des propositions. Personnellement, j'ai dit à plusieurs reprises au cours de ma carrière politique que la Suisse pouvait, en tous les cas aujourd'hui, difficilement adhérer à l'Union européenne. Je crois même avoir été l'auteur d'une formule au Conseil fédéral qui a été acceptée pendant un certain nombre d'années, abandonnée plus récemment, qui était de dire l'adhésion à l'Union européenne est une option, rien de plus. Je pense encore aujourd'hui que ça doit rester une option, non pas que ce soit le but et qu'il faille se battre là-dessus, parce que je crois qu'en effet, comme l'a dit Nussbaum, c'est pas possible politiquement, il semble que c'est pas possible et ce serait une forme de guerre civile, mais tout simplement parce qu'en politique, on ne doit pas fermer des portes, on doit ouvrir des portes. Et ensuite, surtout lorsqu'on est un petit pays comme la Suisse, si les portes sont ouvertes, on peut choisir la porte par laquelle on veut entrer et on garde toutes les possibilités. On n'abandonne pas les négociations, on n'abandonne pas les différentes options, mais on est capable de hiérarchiser les options et de constater que l'adhésion à l'Union européenne n'est pas quelque chose qui est faisable politiquement. Et puis, j'ai quand même le sentiment que la Suisse est un cas particulier face à l'adhésion. Si on venait à adhérer à l'Union européenne et qu'on en fasse partie pendant 20, 30 ou 40 ans, et que tout d'un coup, contrairement à mes souhaits, contrairement à ce qu'on a observé jusqu'à ce jour, l'Union européenne s'écroule, est-ce qu'on referait la Suisse? La Suisse, c'est un pays compliqué. On réunit des cultures, des langues, des religions différentes, des histoires différentes, et puis ça marche, parce qu'on a appris à vivre ensemble, parce qu'on a bâti quelque chose de remarquable. Mais si c'était à créer ex nihilo, ex de rien, est-ce qu'on ferait un système aussi compliqué que la Suisse? C'est pour ça que je dis toujours que je comprends ceux qui, avec prudence, disent on ne doit pas adhérer à l'Union européenne parce que ce serait dangereux pour l'existence de la Suisse si l'Union européenne venait à s'effondrer. L'Union européenne ne s'est pas effondrée, mais personne n'a les promesses de la vie éternelle, comme on disait autrefois au catéchisme. Personne n'a les promesses de la vie éternelle, et l'Union européenne aussi. La Suisse, donc, avec raison, doit avoir une certaine prudence face à l'option de l'adhésion, mais on doit avoir cette option comme une possibilité. Le deuxième point, c'est l'espace économique, comme vous le souhaitez. C'est aussi une option, mais qui a perdu devant le peuple, et je crois que c'est assez difficile de revenir, même 30 ans après, avec une proposition qui a échoué et qui a peu ou pas évolué. Personnellement, je pense que le Conseil fédéral doit sauter sur son ombre et commencer à nous dire ce qu'il veut, parce qu'à la fin, il a montré qu'il était un partenaire important et même décisif. On peut se retourner vers lui et dire « Conseil fédéral, ne venez pas nous dire on n'est pas sous pression, on a tout le temps. » Non, on n'a pas le temps de réfléchir, on doit donner des solutions le plus rapidement possible. Et ce qu'on peut exiger du Conseil fédéral, c'est qu'il arrive rapidement avec des idées, pas des idées définitives, parce que lorsqu'on entre en négociation, il ne faut jamais avoir des lignes rouges. C'est l'une des choses les plus stupides qu'on puisse avoir. On ne va pas à une négociation avec des lignes rouges, parce que si on va à une négociation avec les lignes rouges, votre partenaire sait dès le départ jusqu'où il peut vous pousser. Et au-delà, il sait que ça n'arrive pas.
Mais peut-être que vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que jusqu'à la ligne rouge. Donc, avoir des lignes rouges ou même un plan B qui s'exprime est quelque chose de stupide. Ce que le Conseil fédéral devrait dire, c'est « nous voulons un accord avec l'Union européenne qui garantisse un certain nombre de choses et qui nous permet d'avoir des relations stables et durables avec ce partenaire important du point de vue économique. Plus de 50% de nos relations extérieures économiques vont avec lui. Et ce partenaire important aussi du point de vue des valeurs. Finalement, malgré toute l'admiration qu'on peut avoir pour la réussite de la Chine, je pense qu'une association avec la Chine correspond moins à notre tempérament, à nos traditions et à notre culture qu'avec l'Union européenne. De temps en temps, on en doute, parce que je constate que lorsque l'Union européenne dit quelque chose, une partie de l'opinion s'enflamme et condamne l'Union européenne. Par contre, ne parlons même pas de l'Arabie saoudite ou de la Chine, mais parlons des États-Unis. Lorsque les États-Unis nous obligent à faire telle ou telle chose, il n'y a pas un mouvement. Personne dans les milieux anti-européens ne dit c'est un peu embêtant, mais on aimerait bien être libre et pas être obligé d'exécuter ce que les États-Unis ont décidé directement ou indirectement à travers des organisations internationales. Stabilité dans la durée de nos relations avec l'Union européenne et maintien des avantages dus à nos accords avec cette organisation et avec cette organisation et la Suisse. Et puis le deuxième point, je crois qu'il faut qu'aujourd'hui nous disions au Conseil fédéral, s'il vous plaît, évitez un langage de grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. La Suisse est un pays merveilleux. Je suis fils d'un père mort au service militaire et on a toujours pensé que le sacrifice de la patrie, le sacrifice à la patrie est quelque chose d'important et qu'on accepte. Qu'on ne vienne pas me faire un procès de patriotisme, je ne l'accepte pas. Mais de là à penser que la Suisse doit regarder l'Union européenne, Auge auf Auge, les yeux dans les yeux, et la faire reculer en montrant combien on est fort et puissant, c'est un peu naïf et probablement pas très productif. Alors, il faut arrêter ce langage qui dit c'est fini le temps où l'on parle avec complaisance des réalisations. Dorénavant, Auge auf Auge, on impose à l'Union européenne des solutions que nous pensons être justes. Bien sûr qu'on souhaite que les solutions soient plus favorables à la Suisse. Mais finalement, je terminerai sur cette évocation, 50% de notre commerce, exportation et importation est avec l'Union européenne. On dit que la proportion de l'Union européenne diminue, oui, 1 ou 2% par décennie. Autant dire qu'on a encore pour un moment avant qu'on ait Auge auf Auge avec l'Union européenne. Et puis, du côté de l'Union européenne, on est moins de 10%. L'Union européenne fait, les exportations de la Suisse sont moins de 10%, les exportations vers la Suisse sont moins de 10% des exportations de l'Union européenne et les achats à partir de la Suisse sont moins de 10% des importations globales de l'Union européenne. Donc, on peut dire on est égaux. C'est faux. Et quand on essaye d'affirmer qu'on est égaux, si je fais une course avec un athlète aux 100 mètres, probablement que je dois admettre que j'ai un handicap à 80 ans et avec quelques ennuis d'arthrose, je dois admettre que j'ai des avantages. Je pense que ce n'est pas faire injure au vieillard que je suis, Kakoshim bientôt. Je dois pas. C'est pas une injure que de dire que je ne suis pas l'égal de quelqu'un qui court les 100 mètres, mais on peut bien s'entendre quand même. Et on s'entendra très bien s'il le faut. Alors avec l'Union européenne, on peut s'entendre très bien, même s'ils sont 400 millions et nous que 9 millions environ, qu'ils ont 16 000 milliards de francs suisses de produit national brut, alors que la Suisse est autour de 800-900 milliards, c'est-à-dire 20 fois moins que l'Union européenne. On peut dire au Conseil fédéral, s'il vous plaît, ayez un langage à l'égard de l'Union européenne amical, pas complaisant, amical, et chercher avec nos partenaires des solutions. Pour ce qui nous concerne, nous, les pro-européens, on soutiendra toujours le Conseil fédéral lorsqu'il défend les intérêts de la Suisse avec ouverture, intelligence et aussi avec réalisme. Que cette journée y contribue. En ce qui me concerne, j'étais heureux de pouvoir vous parler et je vous remercie d'avoir suivi mon long discours.
Je m'excuse d'avoir parlé seulement en français, mais dans une dizaine de jours, je crois que je dois aller au Musée national à Zurich, parler en allemand, et ça me suffira comme exercice linguistique pour le mois de décembre. Merci.